Alors, deux précisions. D'abord, le sujet que je vais vous traiter aujourd'hui n'est pas le nationalisme au sens large, mais un point particulier qui est le compromis nationaliste. Ce qu'on appelle le compromis nationaliste, qui est quelque chose de spécifique à l'intérieur de la doctrine d'action française. Deuxième point, écoutez, moi je ne me considère pas du tout comme un maître, je ne suis pas digne d'être un maître. Je suis un militant d'Action française depuis fort longtemps, et donc je vais vous parler de la façon dont je vois le problème, sans vouloir pour autant considérer que c'est l'opinion de l'Action française. Vous êtes libre d'en parler, d'en discuter, de ne pas être d'accord éventuellement. Cela dit, je dois dire que je suis beaucoup moins inquiet depuis que j'ai lu l'analyse qui a été faite sur le compromis nationaliste sur Internet, sur le site des Gares, sous la plume de notre ami Philippe Chauvin, qui était invité la semaine dernière au colloque d'Action française. Donc là, ça me met vraiment à l'aise pour parler. Alors, qu'est-ce que c'est que le compromis nationaliste? D'abord, il faut savoir une chose, c'est que compromis nationaliste, ce n'est pas une expression de Maurras. C'est un terme qui a été créé collectivement. C'est pour cette raison-là que l'AF a eu tendance à en donner des définitions variées, quelquefois un peu floues. L'idée, elle est très simple. L'idée du compromis nationaliste est très évidente. Elle se résume classiquement par la formule « conserver l'héritage pour restaurer l'héritier ». Il est évident que s'il n'y a plus de France, il est vain de vouloir remettre en place des institutions qui permettent de la faire perdurer. Le compromis nationaliste consiste en cette collaboration permanente avec toutes les forces qui agissent ponctuellement ou de manière plus durable dans le sens de l'intérêt national. Et cela sans considération partisane. Maurice Pujolt le dit autrement, nous avons des convictions, mais nous sommes sans préjugés. Cependant, les implications ne sont pas évidentes pour la raison suivante, c'est qu'il ne s'agit pas d'une notion morale, mais d'une notion stratégique, et ça c'est très important. La doctrine maurassienne est lumineuse dans ses fondements. Elle est quelquefois incertaine sur la question stratégique, car les qualités principales d'une stratégie sont la bonne évaluation des forces et le bon jalonnement des buts à atteindre. Tant que nous n'avons pas atteint notre but, qui est d'instituer le régime conforme au génie national en France, et que nous n'avons pas rallié suffisamment de forces pour le faire, il faut participer à des combats avec des forces qui luttent pour une fin commune, même si elles ne partagent pas la totalité de notre projet. Quand on dit force, cela désigne à la fois des partis, des nations, des États et notamment l'État français. Alors, cette notion contient trois aspects qui doivent retenir notre attention. D'abord, la hiérarchisation des ennemis, ensuite la hiérarchisation des dangers, et enfin la portée et la durée des concessions. Donc mon exposé va s'articuler sur deux notions. D'abord, on fera un détail des conditions sur un plan logique et général, et ensuite de quoi nous parlerons des exemples de compromis nationalistes du passé puisés dans l'ancienne et riche histoire de notre mouvement. Je commence donc la première partie, les implications générales du nécessaire compromis nationaliste. Il faut comprendre que nous sommes ici en plein dans le politique. Et qu'est-ce que c'est que le politique? C'est essentiellement un art. L'application du compromis nationaliste implique ipso facto l'attribution de certains aspects de la souveraineté. C'est ce que Maurras appelle la régence du nationalisme.
Quand vous faites une analyse qui vous permet d'articuler votre action pour pouvoir mener un combat politique, eh bien, vous vous attribuez collectivement une part de souveraineté, évidemment. Parce que normalement, s'il y avait un roi en France, c'est lui qui aurait à faire ce travail. Mais il n'y en a pas, alors à nous de faire les évaluations, de voir quels sont les rapports de force et de nous placer par rapport à ces rapports de force pour faire avancer notre combat. Donc je vous ai dit que la première notion, c'est la hiérarchisation des ennemis. Mais bien entendu, il faut admettre qu'en politique, tout ce qui n'est pas nous est un concurrent. Donc, à des degrés très variables, un ennemi. C'est Carl Schmitt qu'on a appelé, de manière pas tout à fait erronée, à mon avis, le Maurras allemand, qui a élaboré cette théorie de l'ennemi. Selon lui, l'acte politique par excellence, c'est la désignation de l'ennemi. Il faut choisir avec soin son ennemi, qui doit être celui qui s'oppose le plus diamétralement à notre action et à nos buts, et dont le choix détermine par la suite tous les autres choix. Comment choisir l'ennemi? S'il y a plusieurs ennemis, il faut choisir, si possible, le plus fort. Et les alliés doivent se caractériser par plusieurs traits. D'abord, ils doivent être, si possible, faibles. Pourquoi? Eh bien parce que le profit sur une action réussie sera ainsi moins partagé. Il est extrêmement dangereux de s'allier à un partenaire plus fort que soi, car on risque de s'y dissoudre. Les partenaires doivent être nombreux afin de pouvoir être divisés. Ça, c'est un vieux principe machiavélien. Un partenariat à deux, c'est nécessairement la fin d'un des deux. Il y en a un qui va disparaître. Il n'y a pas de gagnant-gagnant en politique, hein. Ça n'existe pas. Et évidemment, les partenaires doivent poursuivre à ce moment-là le même objectif précis. Cela n'est jamais qu'une alliance et ne nous fait adopter ou approuver en rien les autres positions sur d'autres sujets, des formations avec lesquelles nous menons ce combat. Le but étant que chaque victoire nous bénéficie davantage qu'aux alliés et nous rapproche du but final. Qu'est-ce que ça veut dire, la notion de force en l'occurrence? Faiblesse ou force? Eh bien, il faut l'apprécier de manière très large. Force militante, force de conviction, force de persuasion, force d'organisation, force de détermination. Donc, le compromis nationaliste est un des axes stratégiques clés de l'action française, qui considère que l'intérêt de la cité est le terrain où peuvent se retrouver des gens opposés par ailleurs sur les plans politiques et religieux. Attention, il y a un point important. Il n'est pas nécessaire que le combat ponctuel soit un succès en soi pour qu'il soit un succès pour la F. Une action peut échouer, mais se traduire par la progression de nos idées. Dans certains cas, le principal succès provient de l'ascendant obtenu sur l'ensemble des mouvements amis. Et je vous donne un exemple dont je vous ai parlé, l'année dernière, l'affaire Dreyfus. Dans l'affaire Dreyfus, sur le plan global, c'est une catastrophe. L'affaire Dreyfus, c'est la fusion du socialisme et de la gauche, c'est-à-dire la pire chose qui pouvait nous arriver, et c'est une organisation nouvelle de la gauche qui bâtit une machine de guerre contre les nôtres pour nous empêcher d'accéder au pouvoir.
Mais, au sein de cet échec, au sein de cette catastrophe qu'est l'affaire Dreyfus, eh bien, l'Action française arrive à se dégager comme étant le seul mouvement qui pense vraiment les événements, qui fait une analyse quotidienne et lucide des événements, et par conséquent, qui peut donner des solutions. Cela dit, il peut arriver qu'un échec du projet commun ait des conséquences qui sont très variables, qui peuvent être nulles pour nous, à très graves pour notre corps de doctrine. Ensuite, la hiérarchisation des dangers. En fait, là, nous sommes dans l'analyse politique pure. Le danger, c'est la diminution de la France, bien sûr. Mais c'est aussi l'affermissement de la dictature idéologique qui détruit le pays. Et c'est aussi le contexte international dans lequel la France agit. Donc vous voyez, il faut considérer cette notion de hiérarchisation des dangers de manière très large. Pas seulement une question matérielle, mais également une question idéologique. On ne peut pas faire abstraction d'un seul élément, ni le sous-estimer, car les conséquences sont alors très graves. Nous verrons que cet effort n'a pas toujours été fait. Enfin, il faut être conscient des changements qu'une option opère sur nous-mêmes. Il faut voir l'effet que le combat a sur nous-mêmes, sur notre propre pensée. Ah, c'est très important. Nous verrons que, dans certains cas, un combat perdu peut avoir des conséquences très graves sur notre pensée. Nous verrons ça tout à l'heure. Enfin, l'analyse politique doit bien sûr être lucide et sans concession. Les dangers sont envisagés pour la France, pour certaines de ses composantes, danger pour son patrimoine, pour sa démographie, danger pour notre pensée. Et une erreur d'appréciation est presque toujours irréparable pour longtemps. Enfin, il convient de mesurer la portée des concessions qui sont inévitables dans un combat d'alliance, et aussi une question très importante qui est la porte de sortie. Les concessions d'abord. Un compromis, ça suppose qu'on renonce à certaines choses, qu'on ne parle plus de certains points, que l'on mette la sourdine à certains aspects de l'affirmation de l'action française. Ça va être les drapeaux, les chants. Bon, je pense moi à Pierre Pugeot qui avait décidé de ne plus chanter la Royale pour la fête de Jeanne d'Arc, mais de chanter la Marseillaise. Pour moi, c'était une sacrée concession, lourde de conséquences. Bon. Mais, bien entendu, ces concessions doivent être réciproques. Si on fait une concession, c'est parce qu'il y a quelque chose en échange, et elles doivent être temporaires. Voilà. Axel Tisserand nous disait « L'Action française milite depuis son origine pour un tel rassemblement de tous ceux qui veulent entrer dans cette démarche, vraiment laïque pour le coup, visant le seul bien commun de la nation. Elle le pratique même en dialoguant sans cesse avec toutes les sensibilités patriotes, dans le militantisme quotidien ou ses colloques à son université d'été ou dans les colonnes du journal. » Évidemment, quand vous avez une femme comme Marine Le Pen qui nous dit, qui demande à tous les patriotes de rejoindre le Front National, mais il est évident que si on fait des concessions à Marine Le Pen en la rejoignant, c'est évident qu'il y a une très grande inégalité, que ces conceptions ne seront pas réciproques. Donc il ne s'agit pas de se fondre dans un parti, dans une nébuleuse, n'est-ce pas? Parce que sinon on va être écrasé par le bulldozer partisan. Et il faut bien voir que nul ne peut prétendre seul incarner le choix patriote. Telle est la condition de la victoire, car il n'est pas question de renoncer à notre royalisme. Tout juste, dans certains cas, on peut le taire un petit moment. Ceci nous amène au deuxième point, qui est la porte de sortie. Eh bien, pour pouvoir reprendre notre liberté, il faut avoir une porte de sortie. Et ça doit s'entendre dans deux sens. D'abord, on doit pouvoir quitter une alliance si elle devient dangereuse, ou si elle ne correspond plus aux espoirs
qu'on y avait mis. Il est donc très important de garder l'initiative d'y mettre fin. Vous avez l'exemple des ministères de coalition. Vous savez, quand vous avez un ministère de coalition qui est fait en intégrant, par exemple, pour Mitterrand, le Parti communiste, ben, le Parti communiste, il reste dans ses ministères, les résultats, il est laminé. Parce qu'évidemment, il se considère comme un allié objectif d'un pouvoir qui n'est absolument pas compatible avec le communisme, et à la fin, eh bien, son audience va être très rapidement divisée par 10. Donc il n'a pas mis en cause, il n'a pas compris qu'il y avait une porte de sortie nécessaire. Il devait pouvoir quitter cette alliance dès qu'il avait obtenu ce qu'il désirait. Et c'est ce qui se passe si on ne le fait pas. Les rapports de force deviennent meurtriers pour la partie la plus faible. Il y a également les alliances dont le but est trahi. Ben, je pense par exemple au MSI en Italie, hein, où vous allez, à la suite de Gianfranco Fini, eh bien vous allez avoir une trahison totale de l'esprit du MSI qui aboutira à la fin du MSI. Mais il faut également tenir compte de la sortie intérieure. Il faut savoir sortir d'un combat perdu, même d'un combat gagné. Sinon, on s'expose à l'aveuglement de la réalité, car on voit toujours le combat perdu dans le combat d'aujourd'hui. Ah, ça c'est une chose que nous allons expliquer tout à l'heure, mais qui est très importante. Donc le compromis nationaliste ne peut se pratiquer qu'à ces conditions. Il doit être limité à un objectif précis et vital pour le pays, combattre une invasion étrangère, permettre à la France de conserver ou de recouvrer son indépendance, de sa souveraineté, empêcher le vote d'une loi que nous considérons comme scélérate. Mais l'action française, si elle peut soutenir une politique et ceux qui la mettent en œuvre, pour des raisons précises, n'a pas pour vocation d'entrer dans une coalition qui, la plaçant en position de participer aux responsabilités parlementaires et républicaines, annulerait ou du moins affaiblirait considérablement son objet propre, qui est de restaurer la France par la restauration de la monarchie. C'est par exemple le cas de Berryer, hein, Berryer, grand homme politique légitimiste du XIXe siècle. Mais Berryer, quelles que soient ses qualités, son talent oratoire extraordinaire, le respect dont il bénéficiait dans l'ensemble de la classe politique de l'époque, eh bien, la position tactique de Berryer a abouti à réduire la place du légitimisme comme une peau de chagrin. Donc, attention hein, à ce type d'inconvénient. Il faut que le combat mené ensemble ne diminue pas nos forces, et évidemment, il est infiniment préférable qu'il les augmente. Ça va de soi. Nous allons maintenant aborder les exemples historiques. Alors, je ne reparlerai pas de l'affaire Dreyfus, on en a parlé tout à l'heure, mais dès les débuts de l'action française, l'AF va combattre pour la construction d'une armée cohérente, et ce fut le combat de la loi des 3 ans, qui augmentait la durée du service militaire de 2 à 3 ans en vue de préparer l'armée française à une guerre éventuelle avec l'Allemagne. L'action française va militer contre toute une partie de la gauche, des radicaux socialistes à la SFIO, qui s'y opposent. Et pourquoi s'y opposent-ils? Parce qu'ils pensent que le fait de rendre notre armée plus puissante aura pour effet de rendre plus facile la guerre, ce qui est quand même paradoxal. Il me semble que c'est beaucoup plus facile pour un ennemi de faire la guerre à une France faible qu'à une France forte. Cette loi... Pardon ? C'est plutôt l'antimilitarisme. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, l'antimilitarisme qui s'exprime, n'est-ce pas, dans les discours parlementaires pendant ce débat des 3 ans, 1913, eh bien, c'est si vous votez cette loi, vous allez rendre présent le spectre de la guerre. Mais la guerre n'est pas un spectre. La guerre est une éventualité et avec laquelle il faut agir. Et je le redirai tout à l'heure, l'Action française n'a jamais été un parti belliciste. Hein. L'Action française ne demandait pas la guerre, 1914. Et le fait que cette loi ait été votée a abouti
à des troubles importants. Il y a eu des révoltes de soldats, les appelés qui mettent la crosse en l'air quand ils apprennent qu'ils ne vont pas rentrer tout de suite, mais qu'ils vont encore avoir 1 an de service. Alors, Bernard de Vezin, qui a été président des comités directeurs très brillant de l'Action française, comparait à cet égard les gouvernements allemands et français, d'un côté, de l'autre côté du Rhin, une volonté ferme, réfléchie, décidée d'aller au bout de son pouvoir, de l'autre, chez nous, volonté hésitante et fausse manœuvre. Le gouvernement parlementaire sacrifie toujours l'intérêt national à l'intérêt particulier. Mais cette loi va être votée. Elle va être votée, la loi des 3 ans, par le fait qu'une partie de la gauche a quand même été convaincue par les arguments des nationalistes et que cette partie de la gauche va refuser les consignes de vote contre ou d'abstention de la SFIO et du Parti radical socialiste. C'est donc un succès pour l'AF. Donc on a succès de l'action et une position de l'Action française qui est augmentée. Donc succès sur toute la ligne. Vous voyez, chaque fois, succès du projet, succès de l'action, succès du compromis. Là, on a un résultat qui est positif sur les 2 plans. Nous allons maintenant parler d'un deuxième élément du compromis nationaliste, qui est l'union sacrée. Là, sur ce point, eh bien, je vais émettre des opinions peut-être un peu plus hérétiques par rapport à la doctrine d'Action française telle que nous l'avons reçue quand j'avais votre âge. Alors, je répète ici, l'Action française n'a pas joué un rôle belliciste et elle n'a pas non plus trempé dans l'assassinat de Jaurès. Jaurès, faut-il le répéter, a été assassiné par un démocrate chrétien, pas du tout par un camelot du roi. Jamais Raoul Bilin n'a été camelot du roi, ni même membre de l'Action française. Et tous les gens, en particulier Marcel Auclair, qui prétendent que Villain avait adhéré à la F, n'ont jamais fourni la moindre preuve, bien au contraire. Ce sont de purs mensonges. Et de même, quand vous lisez les textes de l'Action française, dans les instants, les journées qui ont précédé la déclaration de guerre, eh bien on ne trouvera pas, sous la plume de Maurras ou de Bainville, on ne trouvera pas ces propos ultra-optimistes qui consistaient à dire que la guerre était une épreuve qui était nécessaire, qu'elle allait tromper les tempéraments français, qu'elle allait nous révéler à nous-mêmes, qu'elle allait redonner à la France le goût de vivre qu'elle avait perdu. Eh bien ça, c'était pas les propos de l'AF. L'AF n'a jamais dit ça. Ça, c'est une réflexion moraliste et de surcroît totalement fausse. Car la guerre n'a pas du tout eu cet effet-là. Mais, considérant que le premier mérite d'une patrie c'est d'exister, l'AF a voulu, entre 1914 et 1918, mettre un terme à ses attaques contre le régime pour faire bloc autour de la défense nationale. Eh bien, c'est là qu'on a commencé à exprimer cette théorisation du compromis nationaliste qui consiste à cesser toute forme d'action politique afin de soutenir l'armée de la République contre les armées allemandes. Maurras est allé très loin en ce sens puisqu'il a dit eh bien, nous allons devenir des gendarmes supplémentaires. Qu'est-ce que c'est que le travail d'un gendarme? Eh bien, c'est de s'écraser et d'obéir. Donc, l'Action française va considérer qu'il faut cesser toute attaque contre le pouvoir. Quant à Léon Daudet, il s'ingénia à dénoncer les espions, les embusqués, la vermine Boche, les anarchistes traîtreux, etc., etc.
Je vous rappelle toute cette épopée de Vico, dit Almérida, qu'on nous racontait à la F sur Bolo Pacha. C'est bien oublié tout ça. Mais ça fait partie de la doctrine d'AF, tous ces gens qui étaient des traîtres, qui auraient mis en danger l'Union nationale et qui, heureusement, avaient été dénoncés par l'Action française, qui avait pu ainsi les livrer au peloton d'exécution. En fait, c'était des petits comparses, c'était rien du tout, ces gens. Alors, sur cette attitude de l'Union sacrée, je vais me permettre de présenter des critiques nuancées. Dans ses carnets, Bainville pose, dès août 14, la question des conséquences politiques d'une défaite de la France, sous le titre du paragraphe « Et s'il perdait ?» Vous trouverez des références à ce passage dans la communication de Madame Yaël Dagan au colloque Bainville de 2009 à Metz, organisé par Olivier Dard. Bainville est parfaitement conscient qu'une défaite sonnerait le glas de la République. Et c'est vrai que dans un régime d'opinion, celui qui perd la guerre voit son régime détruit. C'est comme ça. Et ça, c'est une règle qui est tout à fait moderne. Ce n'était pas vrai dans l'Ancien Régime. Dans la société de l'Ancien Régime, même au XIXe siècle, c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Lorsque les colonels perdent le conflit sur Chypre, eh ben, ils s'en vont. Voilà. Et le régime des colonels s'effondre. Et il est clair que si la guerre avait été perdue, eh bien, la démocratie, l'idéologie démocratique se serait effondré. Et Bainville est donc conscient qu'à l'inverse, la victoire de la France, de la République française, est une victoire républicaine décisive. Le thème a été développé également par le professeur Boutillon dans un livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle « Illégitimité de la République », et dans lequel Boutillon explique que pendant toute la période antérieure à la guerre de 14, la République est considérée par les Français, dans leur majorité, comme illégitime. Et qu'elle devient légitime seulement après la fin de la guerre de 14, la victoire 1919. Mais évidemment, Bainville va envisager toutes les choses, et bien entendu, il va s'incliner devant la conviction de Maurras que l'État républicain aura besoin de l'action française. À l'époque, je vais vous citer un rapport de police qui date de 1915, 28 janvier 1915. L'action française tient dans ses mains toutes les forces royalistes de France. De ces forces, elle fera, quand elle jugera le moment venu, ce qu'elle voudra. Elle ne rencontrera plus chez les royalistes que de l'enthousiasme. Et nul doute que le royalisme ne sorte fortifié de l'épreuve que nous traversons. C'est ça qu'on pensait à l'époque. Eh bien, indiscutablement, cette idée partagée par Bainville et par Maurras que la République aurait besoin de l'action française et qu'à ce moment-là, elle pourrait imposer une évolution du régime, cette conception des choses ne correspondait pas à la réalité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, la victoire permettra de légaliser davantage l'existence du mouvement, de l'intégrer plus profondément à la vie politique. L'action française a acquis le monopole de la représentation royaliste et elle s'est octroyée, à ce titre, une certaine façon de représentativité nationale. Mais tout cela ne serait possible que si l'action française continuait à garder une tête politique, et même politicienne. Or, en fait, l'action française a renoncé à toute critique politique durant la guerre, comme à tout réseau officieux d'information. Et ça, c'est une chose que je trouve regrettable. C'est grave, parce que la guerre de 1914, c'est le début du règne du conditionnement de l'opinion par le mensonge. Et la guerre de 14, c'est une guerre dans laquelle on commence à raconter des bobards de guerre, d'innombrables bobards de guerre.
Tenez, l'autre jour dans La faute à Rousseau, j'ai lu, oui, ce sont les Allemands qui ont utilisé les gaz. Eh ben non, c'est pas les Allemands qui ont utilisé les gaz les premiers, c'est les Français. Désolé, dès août 14. Bon, j'ai donné le nom des gaz qui étaient utilisés. Bon, ben voilà, il faut être clair. Mais il est important de dire, dans l'esprit de la guerre psychologique, il est important de mentir. Bon. Mais le problème, c'est que qu'on mente contre les Allemands, c'est pas grave. Mais si on cache la réalité des choses, ben à ce moment-là, il nous incombe à nous de savoir ce qui se passe vraiment. Donc il était nécessaire que l'Action française garde ses sources d'information et qu'elle ne croit pas systématiquement ce que disait le gouvernement. De même, les forces de gauche continuent à avoir une action politique. Les forces de gauche participent à la conférence pacifiste de La Haye de 1917 sans se gêner. Les forces de gauche émettent une opinion sur la guerre, sur la façon dont il faut la traiter, etc., etc. Ce qu'on doit faire après la paix, Maurras pousse des hurlements de fureur. Parce qu'il dit non, nous ne le faisons pas, et vous le faites. Eh oui, peut-être, justement, fallait-il le faire? Car il est bien évident que la Première Guerre mondiale est une guerre dans laquelle l'idéologie républicaine ne s'est pas mise en sourdine. N'est-ce pas? Je rappellerai à cet égard que en 1914, le général commandant la 3e armée, général de l'Angle de Cary, a été révoqué, pas révoqué, mais limogé, mis sur une voie de garage, parce qu'il avait autorisé les soldats à monter à l'assaut en portant le Sacré-Cœur sur leur poitrine. La guerre civile continue pendant la guerre étrangère. Et ça, je suis désolé, il fallait en prendre conscience, il fallait l'admettre. Si la guerre civile continue pendant la guerre étrangère, la guerre civile, on ne peut pas accepter de se faire une guerre civile si on ne la fait pas soi-même. Parce que sinon, on reconnaît d'avance qu'on est vaincu. Et je crois que la Maurras, sur ce point, a fait preuve d'un certain aveuglement. Lorsque je lis l'interview que l'on fait de Maurras, et dans laquelle on lui demande qu'est-ce que vous pensez de la politique actuelle, etc., et qui répond, moi je n'ai pas à penser, nous ne sommes plus en République. Aujourd'hui, la République a un roi, enfin un chef, et c'est le généralissime. Mais il a tort, c'est faux, c'est absolument faux. La République française, elle continue à être dirigée par des politiciens de gauche qui appliquent une politique de gauche. Ce que dit Maurras serait vrai en Allemagne. En Allemagne, le grand état-major a une telle influence que finalement il a pris la place du gouvernement. Et le gouvernement n'a plus de pouvoir. Mais en France, c'est pas vrai. En France, je suis désolé, pendant la guerre de 14, on est toujours en République, hein, malgré tout ce que disait Maurras. Bon. Et puis il y a aussi une chose, c'est que la guerre de 14 a été déclenchée à la suite de traités secrets qui interdisent à tous les belligérants de sortir des alliances. Ce qui veut dire qu'il est impossible de mener une politique dans la guerre. N'est-ce pas? Or, je vous rappelle que, selon la définition de Clausewitz, la guerre, c'est la politique par d'autres moyens. Si vous dites « je ne fais plus de politique pendant la guerre », ben ça veut dire que vous acceptez que la politique de votre adversaire sera faite dans la guerre. C'est tout. Et puis on voit le résultat. Hein. Les résultats, ils sont très clairs. Bon, les résultats de la guerre, c'est que l'influence du principe monarchique a été totalement éradiquée dans tout le pays, dans toute l'Europe. Alors, maintenant il y a une question qui se pose. Une question qui se pose, et c'est celle qui vient naturellement à l'esprit. Était-il possible de faire autrement? Alors, là, je vais aborder deux écrits que j'ai trouvés sur ce sujet. D'abord, Philippe Chauvin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le brillant participant au colloque de la semaine dernière. Eh bien, Philippe Chauvin, vous trouverez sur son site du GAR, des groupes d'action royaliste,
il dit carrément, nous rejetons 2 points de la doctrine maurassienne, de politique d'abord. Alors là, sur le politique d'abord, je pense qu'il y a un contresens. Et puis, d'autre part, le compromis nationaliste. Et pourquoi, dit-il? Eh bien parce qu'il estime qu'il aurait fallu, en 1914, pour renverser la République, refuser la mobilisation. Cette vision des choses est évidemment, à mon sens, pour le moins, je ne dirais pas insensée, mais elle ne tient nul compte de la réalité. Je pense que si l'Action française avait décidé de refuser la mobilisation, en quelques heures, elle se serait carrément suicidée. C'était évidemment impossible. Elle n'aurait pas été suivie, et cette position n'a pas été réussie par Jaurès, elle n'aurait pas été davantage refusée, acceptée par Maurras, par l'Action française, par les nationalistes français, qui auraient tous en masse quitté l'Action française. Donc c'était absolument impensable. Je ne suis pas du tout d'accord sur ce point avec M. Philippe Chevron. Il y en a d'autres qui, comme certains légitimeux, comme Franck Abed, je ne sais pas si vous dit quelque chose. Franck Abed, c'est celui qui a succédé à Daniel Amiche, et qui écrit: en choisissant d'opter pour le compromis nationaliste, Maurras collabora d'une certaine façon avec la République qui, une fois la guerre terminée, n'hésita pas à combattre farouchement les militants nationalistes de l'Action française. Il ne faut pas confondre, nous dit-il, les dimensions physiques et charnelles du combat politique. Physiquement, notre pays fut bel et bien envahi en 1914. Cependant, les Allemands ne s'en prenaient pas à la dimension charnelle de notre pays, qui, elle, était mise à mal depuis au moins 1789 par les philosophes et les autres esprits des Lumières. Et il conclut: Maurras s'autocondamna car il commit une double erreur, une doctrinale et une tactique. Doctrinalement, le bien commun et la vérité ne peuvent s'accommoder de l'erreur. Maurras décida de suspendre ses activités politiques pour défendre la République, qui reposera, rappelons-le, sur des fondements idéologiques intrinsèquement mauvais et pervers. Alors tout ça, c'est bien gentil de dire ça, hein, mais la distinction entre la guerre contre la patrie charnelle et la patrie physique, c'est une distinction qui est quand même une pure abstraction, pour ne pas dire une vue de l'esprit. Elle est totalement spécieuse. Car, comme l'a dit très justement Thierry Monnier, Thierry Monnier a écrit: bien sûr, c'est la France républicaine qui crée le désordre. Mais c'est quand même la vraie France qui brûle. Ça, c'est profondément vrai. Donc, comment aurait-il été possible de refuser de se ranger sur le drapeau national en temps de guerre? Bien sûr, ce n'était pas possible. Alors, il invoque les exemples de les guerres de Vendée, la levée de 300 000 hommes refusée par les Vendéens, qui vont se battre contre la République au moment où la France républicaine était en guerre contre l'étranger. Mais évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a strictement rien à voir. Je pense que Abed, s'il avait eu un grand-père en France à ce moment-là, que je n'en suis pas sûr, aurait eu du mal à lui faire admettre qu'il fallait combattre au nom du Kaiser ou passer en Suisse. D'autant que l'idéologie du grand état-major allemand n'était rien moins que contre-révolutionnaire. Je vous rappelle quand même que lorsque les troupes allemandes arrivent en Russie, elles ont à faire face à un choix idéologique et stratégique. Est-ce qu'on favorise la renaissance d'un État russe nationaliste et tsariste, ou au contraire, est-ce qu'on favorise les communistes? Et le général von Bach dit oui, il faut favoriser un État, la renaissance d'un État tsariste. Et le général Ludendorff, qui est lui le chef du grand état-major, dit non, il faut utiliser le communisme, qui est une dynamite pour détruire la Russie. Donc, la contre-révolution, je suis désolé, le grand état-major allemand ne la mettait pas au niveau de ses impératifs. Alors Abed poursuit en disant: les résultats de la guerre sont catastrophiques. Oui, elle coûta des millions de morts à l'Europe, et elle coûta à la France une jeunesse qui était particulièrement importante pour elle parce qu'elle était en déclin démographique.
D'autre part, la guerre de 1814 et l'intervention américaine permit l'ingérence des Américains dans nos affaires pour notre plus grand malheur. Elle contribua à alimenter la haine allemande et la haine française, et surtout, elle détruisit l'Empire austro-hongrois de manière désastreuse. Et donc, il est vrai que la République sort vainqueur du conflit contre les empires centraux, mais à quel prix? La République, non seulement elle est légitime aux yeux des Français, mais les 4 plus grandes monarchies d'Europe sont anéanties, et 32 autres monarchies sont dessoudées également, rendant l'hypothèse royale de plus en plus invraisemblable. Ça, c'est une chose qui était importante, parce que Maurras, dans un livre qui s'appelle Dictateur et roi, écrit « Seigneur », une prière un peu simulée, « Seigneur, donnez-nous un roi comme aux autres nations ». Ça montre que Maurras était quand même conscient de l'importance de la solution monarchique autour de la France, et ailleurs qu'en France. Et bien là, la guerre de 14, elle aboutit à détruire la monarchie partout en Europe. Permission, oui. Moi, je partage tout à fait, bien sûr, votre analyse en 1914. Je ne pense pas qu'il y avait d'autres choix pour l'action française. Mais ne pensez-vous pas qu'en 1917, il aurait été bon que l'action française sorte justement de la... Et c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Et soutienne Sixte de Bourbon et les efforts. C'est justement ce que je suis en train de vous dire. Exactement. Je suis en train de vous dire que si l'action française avait gardé une analyse politique, si elle avait gardé la maîtrise de son renseignement, elle aurait su que la tentative de paix du prince Sixte de Bourbon-Parme n'était pas, comme on lui a fait croire, une tentative allemande, ce qui fait que Maurras ne l'aurait pas rejeté, parce que vous comprenez, après la guerre, Bainville écrit « Ah, si Sixte avait réussi, ah, ça serait été bien ». Mais pendant la guerre, au moment où Sixte arrive à Paris, que fait Maurras? Il ne la soutient pas du tout. Il dit que c'est encore les Allemands qui sont là derrière. Donc, désolé, s'il avait été mieux informé, il aurait vu que c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc c'est exactement ce que je vous dis, hein. On est parfaitement d'accord. Et c'est Clémenceau, le grand manipulateur, le grand vainqueur. Oui, mais c'est Clémenceau, mais il ne faut pas oublier non plus Poincaré. Car Poincaré a de graves responsabilités dans tout ça. Hein, au départ. Au départ et même après. Vous savez, lorsque Sixte arrive, je trouve que j'ai fait quelques articles sur la tentative de paix de Sixte. Quand Sixte arrive à Paris, c'est un homme d'Ancien Régime, Sixte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va voir Poincaré. Mais Poincaré ne va pas prendre de risque pour Sixte. Hein. Et ce qu'il aurait fallu faire de la part de Sixte de Bourbon-Parme, c'est de prendre contact aussi avec la gauche. Parce que la gauche, elle voulait arrêter la guerre. Donc il fallait faire preuve de sens politique, s'appuyer sur tous les éléments qui pouvaient le faire gagner. S'appuyer donc sur la gauche, sur le congrès pacifiste de 1917, etc. etc. Mais Sixte de Bourbon-Parme est un homme de Saint Régime, il ne comprend pas ça. Ben, c'était pas très bien mené. Mais enfin, Maurras n'a pas non plus pris la position qu'il aurait dû prendre. Donc voilà, hein, si vous voulez, je suis nuancé, parce que si la paix de 1917 avait réussi, elle aurait totalement changé l'histoire de l'Europe. Et il me semble que le compromis nationaliste tenté par Maurras nous paraît être allé beaucoup trop loin dans les concessions. L'action est un succès, mais avec des conséquences totalement opposées à nos désirs. Résultat favorable, mais mitigé au mieux pour la F, au regard des sacrifices consentis, qui étaient absolument énormes. Donc, il est très difficile de faire un compromis nationaliste avec un État, parce que l'État confisque tout le succès, parce qu'il est le plus fort s'il gagne, et surtout, on ne peut pas en sortir. Il n'y a pas de porte de sortie. Donc, après la guerre, l'action française a acquis un grand prestige, mais elle perd peu à peu ses partisans, et elle combat seule, sauf dans les dernières années 1930, au moment de Munich, agissant de concert avec toute la droite et une bonne partie de la gauche. Mais pour des raisons différentes, et elle cesse de chercher à mobiliser la population, et elle s'adresse essentiellement à une élite. Je vais aborder maintenant un autre compromis nationaliste, qui est celui de Vichy. Alors là,
c'est un grand reproche qui est fait à l'AF, même à l'intérieur de l'AF. Je pense à Boutan, par exemple. Boutan qui disait l'action française aurait dû se saborder en 1942, au moment de l'occupation de la France par les Allemands. Elle aurait dû partir. Et puis d'autres qui disent non, elle aurait dû se rallier à De Gaulle, carrément. Alors en fait, les raisons de Maurras sont exactement les mêmes que celles du compromis de 1914. Et il s'en expliquera dans une interview qui est presque similaire à celle dont nous avons parlé. Même mot, nous ne sommes plus en République. Hein? Il s'agit, comme en 1914, de donner l'exemple du refus des divisions partisanes pour se rallier à celui qui incarne l'autorité. Alors le problème, c'est que, bien sûr, Pétain, le maréchal Pétain est beaucoup plus favorable à nos idées que Clémenceau, bien sûr, mais idéologiquement, la situation est encore bien pire qu'en 1914. La Deuxième Guerre mondiale est une guerre de religion. Et la France, de surcroît, est hors jeu. Dès lors, je pense qu'un choix différent, alors je suis désolé de dire le contraire de ce que pensent beaucoup de gens, et peut-être même à l'intérieur de l'URP, mais je pense qu'un choix différent n'aurait rien donné. Parce que vous avez des gens qui ont pris parti, parmi les gens d'AF, il y a des gens qui ont pris parti pour De Gaulle. Il y a même un homme qui a rejoint De Gaulle dès les premiers jours, Henri Frenay. À part des places dans certaines villes dont on a donné le nom, qu'est-ce qu'il a fait, Frenay? Quel ministère qu'il a tenu? Quelles sont les concessions qu'on lui a fait? Strictement rien. Pardon? Il a fait combattant et Mitterrand. Il a eu un rôle important. Oui, bon, voilà. Non, c'est tout. Bon, et Boutan, capitaine gaulliste, qu'est-ce qu'il fait? Il est, dès 1952, on lui enlève son poste de professeur en Sorbonne. Bon, elle a bien gagné, hein, franchement. C'était pas... ça lui a pas servi beaucoup à nos idées qu'il ait pris ce parti-là. Et Bénouville, pareil. Bénouville, c'était d'AF. Bon, il se rallie à De Gaulle, dès le début. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte un groupe de presse tout à fait inodore et sans saveur, qui s'appelle Le Jour de France, et puis il fait du fric, mais il n'y aura jamais de rôle politique. Donc, nous sommes exactement dans le même cas que l'Union sacrée, avec des conséquences encore pires, et avec une marge de manœuvre encore plus faible. Une alliance avec un État et une impossibilité d'en sortir. Et là, l'AF va en sortir laminée, complètement laminée, elle se survit. Elle n'a pu, jusqu'à présent, prendre une dimension digne d'elle. Elle va quand même jouer un certain rôle dans plusieurs questions. D'abord, je vais aborder le problème de la CED. À l'été 1950, Jean Monnet, commissaire général du plan français et inspirateur du plan Schuman, et qu'on considère comme étant un des pères de l'Europe actuelle, n'est-ce pas, envisage d'organiser la défense de l'Europe dans un cadre supranational. Et évidemment, les Américains poussent à la charrette parce que ce qu'ils veulent, c'est que l'Europe prenne en charge sa défense, et pour cela, il n'y a qu'une solution, c'est de réarmer l'armée allemande, hein, et de la mettre sous commandement américain comme l'armée française. Voilà ce que propose Jean Monnet et René Pleven, président du Conseil français, ancien camelot du roi d'ailleurs, excusez-moi, et ancien ministre de la Défense, et c'est soumis à l'Assemblée nationale le 24 octobre 1950. Eh bien, tous les États d'Europe l'ont accepté, mais en août 1954, l'Assemblée nationale française le rejette. Et l'AF a pris parti contre, bien entendu, l'AF officielle, hein, parce que Monnier et Massis ont été plutôt pour, mais l'Action française officielle va prendre parti contre la CED. Et pourquoi? Parce qu'ils estiment que ça serait une perte insupportable de souveraineté, n'est-ce pas? Et ainsi, il va y avoir, en gros, dans le même combat, les communistes, les gaullistes et l'AF. Bon, il y a un succès, évidemment, puisque la CED est rejetée par l'Assemblée nationale. Mais en fait,
elle n'a pas du tout été rejetée à la suite de notre action, elle a été rejetée à la suite de divisions à l'intérieur de la gauche, et notamment un certain anti-germanisme de la part d'une partie de la gauche autre que les communistes. Donc l'AF en a retiré un succès d'estime. Bon, on a effectivement, quand je suis rentré à l'AF, on rappelait ce combat en disant qu'il avait été gagné. Oui, il a été gagné, c'est vrai, mais je crois que l'AF, en tant que mouvement, n'a pas retiré beaucoup d'avantages de ce compromis-là. Alors maintenant, je vais aborder un autre sujet, alors là, qui est beaucoup plus lourd de conséquences, c'est l'affaire algérienne. Bon, alors, là, dès le départ, vous avez les comités de salut public, en 1958, qui vont se soulever contre le pouvoir de la 4e République, et le 13 mai, Léon Delbecq va faire appel au général de Gaulle. Alors, l'AF se pose une question à l'époque, sous la plume de Louis-Olivier de Roux, il y a un comité directeur, ils vont discuter de savoir s'il faut effectivement se rallier à de Gaulle ou pas. Et Louis-Olivier de Roux répond et prend la décision, avec l'accord des autres membres des comités directeurs, de se joindre à cette décision, donc de soutenir de Gaulle, quoique, nous dit Louis-Olivier de Roux, il ne faut pas avoir d'illusions sur de Gaulle, car il va inévitablement nous trahir. Mais ce pas de clerc, plus ou moins conscient, est fait pour ne pas se séparer de l'armée, pour ne pas se séparer de la droite nationale qui s'est ralliée avec enthousiasme à ce retour du général de Gaulle. Et le compromis sera ensuite effectué avec les partisans de l'Algérie française. Alors il se trouve que j'ai participé à ce combat. Hein. Bon, j'étais un tout petit jeune homme. Hein. Enfin, j'y ai participé, hein, puisque j'ai adhéré à l'OS Métro et que j'ai été viré de mon lycée en 1961 parce que j'avais participé à ça. Donc je parle de choses que je connais un peu. Bon, les mouvements favorables à l'Algérie française trouveront dans l'AF un partenaire tout à fait estimable et sérieux, avec le sens de la fidélité, le sens du sacrifice, le sens du réseau, qui manquait énormément aux gens de l'Algérie française, et surtout le sens du secret, qui manquait totalement aux partisans de l'Algérie française. Cependant, ce combat, l'affaire d'Algérie, a de très graves conséquences. D'abord, elle ne peut pas être gagnée. Là, il faut bien voir une chose, c'est que je ne renie rien de ce que j'ai fait. Parce que c'était tellement visible que d'un côté, il y avait ceux qui voulaient tout larguer, et ceux qui voulaient défendre la communauté française d'Algérie, etc., qui voulaient garder un territoire qui appartenait à la France. Donc le choix était vraiment naturel. Mais cela dit, il est évident que ce combat ne pouvait pas être gagné. Pourquoi il ne pouvait pas être gagné? Parce qu'il y avait un poids international, et notamment le poids de notre allié principal, malheureusement, les États-Unis, qui était tout prêt à nous trahir et qui nous aurait trahis. Hein, bon, et qui déjà nous trahissait. Donc, il était impossible de garder l'Algérie. Si on avait voulu garder l'Algérie, il fallait, de toute façon, à ce moment-là, faire la partition de l'Algérie, c'est-à-dire ne garder que la partie occidentale de l'Algérie, la région d'Oran, et puis évidemment une partie du Sahara, avec du pétrole de préférence, hein, puisque le Sahara était inhabité. Mais ça nous aurait obligé à une épuration ethnique. Il fallait faire partir la majorité musulmane de cette partie occidentale de l'Algérie. Et évidemment, en faisant cela, nous aurions été voués aux gémonies par tous ceux qui avaient une autorité sur le plan international, avec des conséquences qui est très difficile de prévoir, parce qu'à l'époque, il était très difficile également de se séparer de l'alliance américaine pour se tourner vers l'alliance soviétique. Vous imaginez les soviétiques qui avaient pris position, eux aussi, pour la décolonisation,
Donc c'était un combat qui était très très très, très difficile à gagner. La deuxième conséquence, c'est que, ça je me souviens bien de ce que l'AF disait à cette époque-là, je me souviens d'un numéro d'Aspect de la France qui s'appelait « L'intégration était possible ». Et dans lequel tout le numéro était consacré au fait qu'on pouvait faire l'Algérie française, que c'était possible, etc., etc. Et par une curieuse idéalisation de la colonisation républicaine, l'AF va s'ancrer dans la conviction trompeuse que les peuples colonisés étaient des Français. D'où, conséquence indirecte, l'incapacité à évaluer l'effet de l'immigration. Il faudra 25 ans à l'Action française pour commencer à comprendre ce que c'est que l'immigration. Donc, pour résumer, j'ai vraiment résumé au maximum, le compromis devait être fait avec des forces qui étaient équilibrables, puisqu'on était quand même les seuls à avoir une véritable doctrine, mais l'échec du projet est tellement grave que rien de bon ne peut en sortir. Et d'ailleurs, de cette situation va sortir la première grande scission de l'Action française, avec les événements de 68, et la nouvelle Action française qui va faire perdre l'unité à l'Action française, et qui va entraîner une bonne partie des cadres, en dehors de l'AF, avec une certaine indulgence de la direction de l'Action française. Comme ça. Bon. Et puis arrive à ce moment-là le Front National, et le Front National va nous enlever toute l'argumentation que nous avions, puisque le Front National va s'appuyer sur une motivation qui est de plus en plus présente chez les Français, c'est-à-dire la conviction que l'immigration est un phénomène grave qui va durablement et gravement changer la France. Ensuite, l'Action française a mené ce qu'on appelle les combats souverainistes. C'est ce que j'appellerais la ligne Pujol, dont on n'est pas totalement sorti. Dans notre histoire récente, on peut parler de Pierre Pujol, qui accueille Jacques Chirac à Mayotte pour conserver le territoire mahorais entre les mains de la France. Mais à l'époque, nous savions parfaitement ce qui allait se passer. Nous savions très bien. Je me souviens, moi j'ai vécu ces événements-là. Quand l'affaire Mayotte survient, j'étais à Strasbourg et nous avons dit, mais ces populations à qui que nous voulons départementaliser, sont-elles départementalisables? Et d'autre part, comment allons-nous contrôler l'immigration des îles avoisinantes et qui va très rapidement rendre la situation impossible? Donc, projet, disons, soyons polis, mal éclairé de Pujol. En fait, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Eh bien, tout simplement, Pujol continue le combat pour l'Algérie française à Mayotte. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il va gagner le combat pour l'Algérie française à Mayotte. C'est ça. Il continue à mener la guerre perdue. Mais vous voyez la catastrophe de cette ligne politique. Alors, et Pujol va monter le mouvement souverainiste. Et il va utiliser un ensemble d'associations dans le cadre de l'Alliance pour la souveraineté de la France, 1997, dans lesquelles il y a Philippe de Villiers, et puis Nicolas Kayannakis, Michel Michel, qui participe à tout ça, Stéphane Giocanti, qui participe également à ce combat pour le souverainisme. Cela dit, il y a dans cette position souverainisme un certain nombre d'équivoques. Quels sont les équivoques? D'abord, ce que j'appellerais le jacobinisme blanc, qui consiste à dire il ne faut pas favoriser les libertés locales
tant que la République est en place, parce que les libertés locales détruisent la souveraineté française. Ce qui est, à mon avis, une grave erreur. Deuxièmement, tolérance envers l'immigration. Je pense à un discours de Pujol qu'il avait prononcé à l'Alliance pour la souveraineté, dans lequel il dit « Le droit pour toute personne qui veut acquérir la nationalité française de l'acquérir. » Ben écoutez, je suis désolé, mais on a peut-être notre mot à dire, nous, avant de dire aux gens si on va en faire des Français ou pas. Hein. Et puis les Français ont quand même leur mot à dire. Et puis un attachement tatillon à la souveraineté juridique, sans avoir vraiment déterminé quelle France on devait défendre. Et ça se traduira par la mise en avant de Chevènement aux élections présidentielles. Pujol a fait voter Chevènement. Et puis ensuite, le référendum sur Maastricht, qui aboutit à un échec. Parce que, bien sûr, vous avez pas mal de gens qui ont voté contre Maastricht, mais enfin, ils ont été minoritaires. Et les souverainistes ont été incapables de transformer les faits, de transformer l'essai. Donc, cette stratégie ne réussit pas, et elle ne permet pas de formuler une position doctrinale digne de l'AF sur cette notion de souveraineté et sur cette notion de l'identité française. Quelle France nous voulons défendre? Alors, cette ligne politique, elle aboutit à quoi? L'incapacité à déterminer l'ennemi. Parce que quand on considère Chevènement et Mélenchon comme des amis, et qu'on fait voter pour Mélenchon, c'est qu'on n'a pas compris qui était l'ennemi et qui était l'ami. Et d'autre part, il faut bien comprendre que ça fait quand même 25 ans qu'on dit la même chose, on ne ralliera pas les masses sur le combat pour la souveraineté. Le Français moyen, vous lui dites il faut récupérer la souveraineté, c'est bien égal. Bon, je ne dis pas qu'il a raison, mais vous ne rallierez pas leur effort là-dessus. C'est tout, il faut le savoir. Et il se trouve que notre maîtrise intellectuelle va, pendant cette période, être perdue, de sorte que nous avons assisté à cette époque-là à un véritable affadissement de la pensée d'Action française. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup de gens d'Action française ont quitté l'Action française, ou se sont mis en congé de l'Action française sans la quitter vraiment, mais pour aller mener les combats ailleurs. Pierre Pujol meurt en 2007. Bon. Il a été un homme d'un très grand dévouement. Je vous dirais quand même que Pujol a mis dans le combat qu'il a mené tout ce qu'il avait comme bien. Il n'a plus rien en mourant, sa sœur n'a plus rien. Ils ont tout vendu pour conserver l'Action française, pour conserver le journal, hein, pour le mouvement et le journal. Bon, donc chapeau, respect, là pour ça. Mais enfin, quand Pujol meurt en 2007, il laisse un mouvement anémié. Nous allons maintenant parler du dernier combat qui a été mené, la Manif pour tous, le dernier compromis national. Eh bien, c'est le stade actuel. L'Action française, devant un projet politique pervers, projet politique et sociétal pervers, l'Action française va combattre aux côtés d'autres organisations. Elle va combattre de manière efficace, mais l'Action française s'est montrée incapable d'imposer sa maîtrise à ces forces qui luttaient dans la Manif pour tous. Je ne vous dis pas que c'était possible. Hein. Je dis simplement, constatons les choses comme elles sont, l'Action française n'a pas réussi à imposer sa maîtrise. Résultat, le projet est un échec, mais il est évident qu'il ne pouvait pas ne pas être un échec, puisque le pouvoir avait décidé, non pas seulement sur le plan national, mais sur le plan international, de réaliser ce projet de destruction de l'ordre social. Ça fait partie des projets qui sont si vous lisez les revues des loges, par exemple, c'est annoncé depuis 15 ans. Ils ne se cachent pas. Donc, il est évident que
ils voulaient faire apparaître, faire réussir ce projet à tout prix. Donc il ne faut pas s'en étonner. Mais quand même, l'Action française a opéré une demi-réussite, ce qui est déjà pas mal, en créant un mouvement contrôlé par l'Action française et qui va agir à l'intérieur de la Manif pour tous comme étant une pépinière de nouveaux militants. Et je crois que le progrès sur les dernières années de l'AF est dû à la réussite partielle, mais c'est déjà pas mal, de ce projet. Alors, moi, je regrette une chose quand même, dans la Manif pour tous, que l'Action française n'ait pas fait valoir un point de vue véritablement maurassien, c'est-à-dire n'ait pas élaboré une plateforme qui soit qui corresponde à ce que voulait faire l'Action française à ses débuts, c'est-à-dire réunir ensemble les chrétiens et les athées. Voilà. Ça, c'est une chose qui m'aurait paru utile, de donner à notre position hostile au mariage homosexuel et à tout ce qui de donner une vision qui soit fondée sur l'ordre naturel et pas seulement sur la foi catholique. Le compromis nationaliste met aux prises nos conceptions avec la réalité. C'est un réactif infaillible de notre santé. S'il fonctionne à notre avantage, c'est que nous sommes en prise avec le réel. S'il ne fonctionne pas, c'est que notre doctrine s'est décollée des forces véritables. Il serait donc erroné de penser que cette notion est à rejeter sous prétexte qu'il perpétue une conception pernicieuse de la souveraineté propre au nationalisme, comme le développe Franck Abel. Rien n'est plus étranger à la politique maurassienne que l'adhésion à un concept révolutionnaire et maçonnique, etc. Et quand Abed termine son exposé en disant « La souveraineté appartient au roi et pas à la nation », c'est évidemment un rêve bleu, car la souveraineté doit appartenir au roi, mais malheureusement ce n'est pas le cas. La souveraineté, en attendant, eh bien, comme le dit Carl Schmitt, elle appartient à celui qui décide dans les circonstances exceptionnelles.